L'impression, c'est que personnellement, je suis tout à fait heureux de ce colloque, étant donné que nous portons à la nation un message qui devrait être porté non seulement dans un colloque, mais qui devrait continuer. C'est un débat que nous devons continuer. L'intelligentsia congolaise, son rôle dans la société, ce rôle dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui au pays, eh bien l'intelligentsia, c'est celle qui doit réfléchir, c'est celle qui doit trouver les solutions. Et donc, personnellement, je suis heureux que ce colloque ait eu lieu et j'espère que la suite de ce colloque sera que le débat doit continuer sur le rôle de chacun de nous, de tous ceux qui ont des titres universitaires, de tous ceux qui ont des compétences techniques dans ce pays, qu'ils se sentent interpellés, chacun dans son rôle. Excellence, vous avez donné les pistes de solutions. Est-ce que ça peut être à court terme ou bien à long terme? Dans les deux formats, il y a le format à court terme, il y a le format à moyen terme, il y a le format à long terme. Merci, Excellence. Merci. Mais la filiation, je veux dire, qu'elle soit maternelle ou paternelle, s'agissant de la filiation maternelle, celle-ci résulte du seul fait de la naissance. Quant à la filiation paternelle, elle s'établit par la présomption légale. Présomption légale en cas de mariage ou par une déclaration, une action en recherche de paternité. Ça, c'est le premier aspect de la filiation. Ensuite vient la citoyenneté. On en a parlé hier. Qui est le citoyen? L'article 5 du Code de la famille est clair à ce sujet lorsque il définit le citoyen comme étant une personne dont la jouissance de tous les droits civils et politiques, notamment le droit d'élire, le droit d'être élu, qui la différencie de l'étranger ou d'un membre d'un État considéré du point de vue de ses devoirs envers la patrie et de ses droits politiques. Et c'est ça la question, c'est la notion politique de la citoyenneté qui justifie une certaine réforme, une tentative de réforme que vous connaissez. Et finalement, on arrive à se dire, bon, finalement, la congolité, c'est quoi? Parce que c'est là, tout ceci doit avoir un impact sur la congolité. Bien sûr, son projet, ce rêve du Congo, congolais. Mais la première chose, c'est que j'aime bien ce débat, c'est quel est le nom de notre pays. On est un pays anormal où très peu de gens connaissent les noms de notre pays. Posez la question, quel est le nom du pays? Un qui vous dira c'est le Congo. Un autre vous dira c'est la République démocratique du Congo. Oui, moi, j'interroge la Constitution, c'est la République démocratique du Congo, un fait. Ou alors le Congo. Mais oui, pourquoi RDC? RD Congo, Congo Zaïre. Ça c'est le Congo. Il n'y a que le Congo. Alors oui, du droit au nom, le droit au nom. Les personnes publiques ont aussi le droit au nom. Deuxième question, comme conséquence, suis-je, moi, Congolais? Suis-je RD Congolais? Suis-je Zaïro? Monsieur le Président, je suis désolé de dire que même dans le prospectus de notre colloque, on retrouve, n'est-ce pas? Donc, ça m'engage moi aussi, en tant que membre du comité d'orientation. Oui. Ça me paraît bénin, banal. Mais ça pose un problème d'identité assumée.
affirmer, intérioriser de manière consciente. Congolais, RD congolais, et lorsque les journalistes de la presse étrangère se mêlent, tout le monde suit. Je suis désolé de dire, je ne prise pas, mais je suis du courant criticiste, le criticisme juridique, c'est là. Parce que même dans la littérature juridique scientifique des savants, il y a beaucoup d'ouvrages qui RD Congo, et à l'intérieur sur le Congo, et finalement on se perd. Quelle est l'identité du pays, de mon pays? Quelle est mon identité? Moi j'affirme, je vous fais une petite anecdote. J'ai trouvé une conférence quelque part, et donc j'ai mis le badge, je me suis fait exprès, j'ai demandé au mec Congo. Et donc je me retrouve avec un autre Congo ou un autre Congolais. Et on pose la question, monsieur, vous êtes de quel pays? Je suis du Congo. Vous êtes de quel Congo? Je dis, monsieur, je suis du Congo. Je regarde. Et j'ai un autre que vous devinez. Mais je vous dis que je suis du Congo. Alors je vois mon compatriote d'en face bouger, je dis, Congo Mouké, Kanga Mongo. Je dis, non, c'est clair, après ce que dans la chambre, je lui ai dit, c'est très simple, le Congo c'est moi. En fait, je n'ai pas besoin, moi, pour affirmer ma congolité, de régler un problème d'autrui. Non, moi je suis congolais. Mon pays c'est le Congo. Ce n'est pas à moi de chercher, oui, parce qu'il y a un autre Congo, donc moi je suis un de Congo. Ça, pour moi, c'est ça la congolité. C'est une question de conscience, mais ça peut être aussi une question stratégique au plan diplomatique. Une autre anecdote, je me retrouve à une conférence à Montréal et au début de la conférence comme ça, il y a un incident qui se fait. La Côte d'Ivoire proteste officiellement. Parce qu'on a mis dans la salle, on a écrit Ivory Coast. Il dit non, moi c'est Côte d'Ivoire. On a fait 15 minutes, on a changé la place. Côte d'Ivoire. Et la conférence se tient en chinois, en français, en anglais. On doit mettre Côte d'Ivoire. Mais ça a des conséquences. Parce que je l'ai arrangé là. Hein, Côte d'Ivoire et Ivory Coast, la position change. Et donc, il y a des conséquences, n'est-ce pas? Notre pays, lorsqu'on a changé de dénomination, on était Zaïre, on est passé de Zaïre à République démocratique du Congo, en tant que membre de la SADC. Le principe de rotation à certains postes était fondé sur la dénomination des États. On était Zaïre, c'était notre tour avant la Zambie. Mais lorsqu'on est devenu République démocratique du Congo, encore que là, il y a une autre appellation, DRC. On a perdu le poste. Au réclame, on dit non, mais non, vous n'êtes plus Zaïre, vous êtes DRC. Donc vous attendrez l'autre pour savoir recommencer. Donc après 10 ans, et vous? Ça a un intérêt stratégique, diplomatique. Il y a beaucoup de gens qu'on a perdu de poste, justement, en raison d'un choix flou ou l'absence de choix. Quelle est l'identité de mon pays? Quelle est mon identité? Suis-je congolais? Oui, moi je suis congolais. Bon, je terminerai par dire un exemple parce qu'il faut en parler, c'est de l'information. Et vous dites RDC, oui, mais donnez-moi un seul texte. Donnez-moi un texte, portez-moi un texte qui dit que la République démocratique du Congo est abrégée RDC. Donnez-moi. Chers étudiants ici, vous donnez un travail pratique. Produisez-moi un seul texte. Dans les pays sérieux, il y a un texte qui dit, voilà, c'est l'abréviation, c'est autant, mais j'ai vu. La seule hypothèse, le seul cas où il y a un texte, c'est lorsqu'il s'agit de définir, encore que ce n'est pas du français, les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous pouvez prononcer les sigles de l'acronyme. Je n'ai jamais dit ce que vous avez dit, toujours forces armées congolaises ou l'armée congolaise. C'est le seul exemple où il y a une loi. Mais ceux qui étaient présents à l'Assemblée nationale lorsqu'on a adopté cette question connaissent ce qu'il y a derrière. Ils connaissent. Pour l'histoire. Nous sortons, n'est-ce pas, de la guerre. Il y a plusieurs armées. On a de ce côté le gouvernement
les forces armées congolaises et les autres opposent, n'est-ce pas, la théorie non pas de, comment dirais-je, de l'absorption. Nous avons deux catégories de Congolais. On est Congolais, quelles que soient nos origines, quelles que soient, parce que monsieur le professeur a expliqué à propos de la parenté. Et nous connaissons tous la parenté traditionnelle, la parenté moderne avec toutes les implications qu'il y a. Mais je pense bien, si je me résume encore, que le Congo doit être puissant, il est très puissant et c'est nous qui faisons le Congo. Donc je vous remercie. Et là, je voudrais passer à la prochaine intervenante. C'est Madame... C'est Madame Ndala Moussouamba Kaboué-Marie-Louise, présidente au Conseil d'État. Son allocution sera portée sur la ruralité et l'urbanisation et leurs impacts sur l'évolution et la transformation de notre société. Tensions et oscillations temporaires entre tradition et modernité. À vous, Madame Moussouamba. Merci. Je remercie aussi les organisateurs d'avoir pensé à moi et de m'avoir proposé ce thème. Et le thème que je vais évoquer aujourd'hui m'a été proposé donc par les organisateurs et je vais commencer par une introduction. L'être humain est toujours dans l'impossibilité de dater avec précision le moment où débuter. C'est difficile de tenir le micro et l'homme est lié à la terre et à ceux qui sortent de la terre. Celle-ci revêt une importance capitale dans la vie de l'homme et de la société, tant qu'elle est source du développement économique. La terre est donc le pouvoir dans la mesure où elle tient l'agriculture, l'élevage, l'habitation, les ressources minières, et elle configure aussi l'étendue du pouvoir d'un État, à savoir le territoire. Le territoire qui constitue aujourd'hui la République démocratique du Congo existe depuis le partage de l'Afrique fait en 1885 à Berlin par les grands leaders politiques européens de l'époque. À chaque moment de l'histoire de ce pays, pendant la colonisation ou après l'indépendance, la question de la gestion des terres et l'aménagement du territoire préoccupe les gouvernants de façon particulière. C'est ainsi que plusieurs textes à caractère légal ou réglementaire se sont succédés à la question des terres. La terre occupe donc une place de choix comme support des investissements, porteur de croissance et comme facteur de cohésion sociale et politique. Dans le cadre de cette thématique, nous allons, dans le chapitre 1er, chercher à connaître la signification de certains mots-clés pour mieux comprendre la ruralité et l'urbanisation. Le chapitre 2 sera consacré à l'impact de l'urbanisation sur le monde actuel. Et le chapitre 3 sera consacré aux tensions et oscillations contemporaines entre tradition et modernité engendrées par ces deux thèmes. Et en guise de conclusion, nous allons donner des pistes de solutions. Considération générale sur les notions clés de la thématique. Le sol et la plénière des enfants nés de parents ayant acquis la nationalité congolaise par naturalisation. C'est un peu compliqué tout ça, mais en français facile, je dirais que
c'est de la nationalité congolaise dont on parle. On se réfère à ce que on appelle la jurisprudence Chalupa, mais en tout cas, on se demande quid de ces enfants nés de parents qui ont acquis la nationalité congolaise par naturalisation et non qui sont congolais d'origine, et comment ils vont s'intégrer. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vraiment présenter mes remerciements à, on dit ORAREC, Rassemblement pour la Renaissance des Congolais, c'est ça? La Renaissance du Congo, mais des Congolais aussi en fait. Hein? La Renaissance du Congo, donc RAREC, et en particulier au professeur Mpoy. Et je voudrais aussi remercier Maître Marie-Madeleine Kalala, qui a servi vraiment de liaison entre le RAREC et moi pendant tout ce processus de préparation du colloque. Je dois vous avouer tout de suite que j'ai du mal à utiliser ce mot, la congolité. Je dois vous avouer que je n'aime pas ce mot. Parce que la congolité, ça renvoie au tristement célèbre concept d'ivoirité. Vous vous en souvenez? Où ça conduit les Ivoiriens? Un pays où il y a plus de 26% de la population est étrangère, a mené à des tensions, conflits armés. Donc, quand on dit congolité, je me crispe toujours. Et je me crispe aussi parce que, à mon sens, il ne s'agit pas, mais alors là, absolument pas, de dénier la nationalité congolaise à qui que ce soit. Pour moi, il s'agit, c'est une question d'actualité, une question brûlante, une question qu'il faudra résoudre, débattre entre nous en toute sérénité. J'appelle vraiment à la sérénité. Moi, avant tout, cette question porte sur la souveraineté de notre pays, porte sur la lutte contre les prédateurs. Alors ce sujet si complexe, si délicat, comment on va l'aborder? D'avance, professeur Mpoy, je demande votre indulgence parce que je vais prendre quelques libertés par rapport à ce sujet. Mais la première des choses dont je voudrais parler, c'est vraiment de l'urgence de lever la confusion sur toute cette approche, sur ce sujet, sur ce malaise que crée cette question dans notre pays. En anglais, on dirait « to address the elephant in the room ». J'ai l'impression que pendant tout ce colloque, on a évité l'éléphant dans la pièce. Hein. Et il y a un gros éléphant dont il faut parler. Ensuite, bon, nous parlons de la jurisprudence Chalupa. De quoi s'agit-il? Il faudrait peut-être certainement... Oui. Il faudrait certainement en parler. C'est quoi cette jurisprudence? Et enfin, peut-être adresser vraiment le sujet que vous m'avez assigné, cette fameuse intégration de ces enfants nés de parents qui ont acquis la nationalité congolaise par naturalisation. On fait comment? Donc de l'urgence de lever la confusion. Et je vais juste parler de deux anecdotes qui vont vous faire comprendre où je veux en venir. Donc la modératrice m'a présenté, je suis Angèle Makombo, membre du Conseil économique et social. On nous appelle pompeusement les conseillers de la République. Mais dans une vie antérieure, j'étais fonctionnaire international aux Nations Unies, où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, 24 ans exactement. J'ai été notamment conseillère politique principale chargée des questions africaines au cabinet du secrétaire général Kofi Annan et brièvement après Ban Ki-moon.
Et j'ai aussi été aux affaires politiques. Et en 1994, comme diraient les Français, vous vous souvenez, avril, c'est le génocide. Après le génocide, Paul Kagame prend le pouvoir. Et je vivais à New York, donc je vous ai dit pendant 20 ans. Et évidemment, à New York, j'avais des collègues, mais j'avais aussi nos compatriotes, la diaspora, des amis africains. Notamment, il y en avait un qui, à l'époque, nous nous retrouvions dans les moments de joie, les fêtes, etc. Dans les moments aussi de tristesse, Bamatanga, il était congolais. Pour nous, il était congolais. On l'aimait beaucoup. Et jusqu'au jour où Kagame prend le pouvoir, qu'est-ce qu'on apprend? Il est nommé ambassadeur du Rwanda auprès des Nations Unies. On se dit, mais il y a beaucoup de Congolais qui ont pesté contre lui. Et moi, je vous dirais que j'étais l'une qui le défendait. Je disais, mais bon, il nous a dit qu'il était kivusien, etc. On connaissait plein d'histoires de sa famille. Subitement, il se retrouve ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies. Bon, il n'a certainement pas voulu refuser un tel poste. Et moi, comme je vous dis, j'étais aux Nations Unies. À l'époque, le Rwanda était membre non permanent au Conseil de sécurité. Donc, cet ami, qui s'appelait Manzi Bakuramutsa, se retrouve ambassadeur. Voilà. Et au Conseil de sécurité, il y a évidemment les réunions officielles où on prend des positions préparées, posées, etc. Et il y a les huis clos. Moi, en tant que fonctionnaire aux affaires politiques, m'occupant de l'Afrique, j'étais dans ces huis clos. Et laissez-moi vous dire, c'est là où j'ai découvert l'étendue du désastre. Dans les huis clos, bon, on se lâche un peu, on fait passer, on a, comme on dit en anglais, le body language, le langage du corps. On devine que... Et puis, après, ce sont des positions contre la RDC. Cette RDC dont vous prétendiez hier, pendant des années, appartenir, cette RDC qui vous a nourri, cette RDC qui vous a donné une bourse, vous avez étudié, cette RDC, vous avez occupé, il était fonctionnaire au PNUD, au nom de la RDC, la place de la RDC. Ça pose problème. Un autre cas, rapidement, c'est une dame qui s'appelle Baranga Kasarabwe, une amie aussi qu'on fréquentait, qui travaillait au PNUD, un poste de la RDC, qui disait qu'elle était née au Kivu, et subitement, des années après, elle dit qu'elle est née au Rwanda, et d'ailleurs, elle a fait une très belle carrière, parce qu'elle était née au Rwanda, parce qu'elle était rwandaise, elle est maintenant sous-secrétaire générale aux Nations Unies. Un poste, entre guillemets, que la RDC, ce grand pays, la RDC, n'a jamais, depuis que l'ONU existe, on n'a jamais eu un tel niveau de représentation. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est aussi beaucoup de notre faute. Donc c'est pour vous dire que l'éléphant dans la pièce, elle est là. Par cette question de congolité, c'est bien que, oui, demain, à des postes de responsabilité, à des postes de souveraineté, à des postes régaliens, à des postes sensibles, on peut comme ça retrouver des gens qui ne portent pas le Congo dans leur cœur. La nationalité, oui, c'est l'appartenance à un pays, mais c'est absolument l'allégeance à ce pays. Le cas de Manzi, qui se retrouve ambassadeur du Rwanda, qui prend maintenant des positions contre ce pays qu'il clamait être le sien, avouez quand même, ça pose problème. Donc, c'est là où il faut, tôt ou tard, en toute sérénité, que nous abordions ce genre de questions. Maintenant, passons au deuxième point, la jurisprudence Chalupa.
la plupart d'entre nous savent, ou l'ont même connu, je parie M. Corneille Mulumba l'a connu, eh bien, un homme politique né de parents, de pères, né au Congo, avant l'indépendance, en 1948. Son père est aussi né au Congo. Son grand-père ou grand-mère est né au Congo. Donc, lui, il était, je crois, de mère Congo central et de père portugais. Donc, la loi le dit, la Constitution, on est Congolais aussi de naissance. Eh bien, à un moment donné, 2012, condamné par le tribunal de grande instance, confirmé par la Cour suprême de l'époque, qui réduit la peine, on lui colle presque 3 ans de prison à Makala pour faux et usage de faux, usurpation de nationalité, etc. Et il fait d'ailleurs ces sombres années de prison. Il bénéficie de la grâce en 2019 avec le nouveau pouvoir. Alors, bon, il y a lieu de se poser la question. Chalupa a été victime de cela, de cette congolité malmenée. Les enfants qui, eux, sont nés de parents qui ont la nationalité par naturalisation, leur situation peut être rapprochée d'un Chalupa. Ils peuvent être victimes d'un même, connaître le même sort. J'oubliais, professeur, que je dois... C'est ça? J'ai tendance à bouger. Eh bien, moi, je dirais la chose suivante. Quand on parle de jurisprudence Chalupa, le mot, bien sûr, on n'a pas un autre mot que utiliser parce que c'était une décision de justice, etc. Mais c'est partir d'un mauvais postulat. Parce que nous savons très bien que c'était politique. Politique, il était dans l'opposition par rapport au régime de l'époque. Quelqu'un bien en vue, on veut le sanctionner, on cherche la petite bête. Quand on dit vous voulez vous débarrasser de votre chien, vous l'accusez de rage, eh bien il a été victime de ça. On ne peut pas brandir ça à ces jeunes de parents naturalisés congolais, dire voilà, il est arrivé ceci, il peut vous arriver cela. Avec l'espoir que nous avons de marcher vers un état de droit, c'est en tout cas pas un cas qui peut se reproduire. Donc, moi, je ne dirais pas, basons-nous là-dessus, et je ne reprendrai pas, pour moi, le libellé donc, de l'exposé, la congolité à l'épreuve de la jurisprudence issue du cas Chalupa. C'était une décision, moi je trouve, injuste, arbitraire, et ça ne s'impose pas aux autres, à ces enfants-là. Alors, mais elle est là, cette jurisprudence, elle est là, elle ne partira pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette nationalité congolaise, voyant comment il y a eu certains abus, notamment le cas Chalupa, pour l'intégration des enfants nés de parents naturalisés congolais. L'intégration socio-culturelle intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je dirais que hier, certains de nos brillants intervenants en ont parlé, avec humour des fois par moment, par le professeur Boacha. Eh bien, ça passe par quoi? Pour favoriser, renforcer cette intégration. Ça passe par, il faut que nous, Congolais, nous comprenons bien quelle est notre identité. Et c'est des colloques comme ce que vous organisez qui permettront de nourrir la réflexion. Être fier d'être Congolais. Envers et contre tout. Oui, le pays traverse des moments difficiles, mais
nous avons eu et nous avons eu un passé glorieux et nous avons un avenir. Comme a dit Lumumba, l'avenir du Congo est beau. Il faut y croire, il faut transmettre ça à nos jeunes. Donc être fier de l'identité congolaise, être fier d'être congolais. Il faut que ses parents naturalisés connaissent leur histoire, l'histoire du Congo, et la transmettre aux enfants. Leur transmettre aussi, leur faire apprendre la culture. Et ce n'est pas seulement dans des conversations formelles. Tous nos parents ont eu à nous parler, à mon époque c'était comme ci, c'était comme ça. Et tout ça, c'est ça, n'est-ce pas, Madi? Ça nous a forgés, ça fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes des femmes fières, n'est-ce pas? Oui. Donc l'histoire. Et appartenir à un pays, oui, dévouement, oui, être prêt à mourir pour ce pays, bien que on se dit mourir, bon. Mais c'est d'abord l'allégeance. L'allégeance, et c'est ça que moi je regrette. Je me dis non. Beaucoup de ces amis, camarades que j'ai rencontrés à l'étranger, qui à un moment donné se sont dit congolais, ah, je suis né à Goma, ah, moi je suis né... Et subitement on découvre que ce n'est pas la vérité. Bon, d'accord. Mais en plus de ça, vous osez descendre, critiquer la RDC, etc. Non, là c'est un peu trop. Donc l'allégeance à un pays, c'est bien ça. Hein? On ne peut pas, bien que moi je sois aussi pour, je l'ai dit, la nationalité c'est une question d'actualité. La nationalité, il faut vraiment qu'on y réfléchisse, etc. Le président de la République, d'ailleurs, je pense dans son programme, avait dit que la question de la double nationalité est à l'ordre du jour. Moi, je la soutiens. Mais à des postes clés. À des postes clés comme président de la République, Premier ministre, directeur de l'ANER, etc. Il faudra se poser des questions. On fait quoi? Et j'espère que ce colloque va aussi nous permettre de réfléchir à cela. Mais j'ai confiance que cette intégration socio-culturelle, intergénérationnelle, un mot difficile que vous m'avez donné à prononcer, hein, professeur. Oui. Eh bien, je suis sûre, je n'ai pas de doute, elle arrivera, cette intégration. Le jour où ce Congo deviendra l'Eldorado que vous prônez. Je pense que je vais laisser la place à notre ministre, qui aura des choses beaucoup plus intéressantes que moi à dire. Et j'espère aussi qu'on aura un bon échange avec le public. Mais encore une fois, je remercie le professeur et tout le personnel qui a pu organiser ce colloque. Ministre, je voudrais, avec la permission de la salle, réagir un peu. Parce que dans l'organisation de cette conférence, de ce colloque, je m'excuse, et dans le choix des divers intervenants, nous avions parlé avec chacun d'eux, et je pensais que Madame Makombo allait rappeler un peu l'anecdote, parce qu'elle a parlé de deux anecdotes, mais celle que j'attendais, elle ne l'a pas dite. C'est celle de son neveu. Alors, bon, elle y reviendra elle-même. Mais, moi j'ai des enfants, je parle pas d'intégration intergénérationnelle. Je parle de ce qui se passe actuellement. Madame Makombo comme moi, nous avons vécu pendant de très longues années aux États-Unis. Nous avons eu des enfants aux États-Unis. Et ces enfants sont américains de par la volonté des États-Unis. Ils occupent des fonctions, ils représentent l'Amérique ailleurs qu'aux États-Unis.
Nous savons tous que Barack Obama n'avait même pas fait une génération aux États-Unis. Simplement, le hasard a fait que son père se retrouvait à Hawaï et de là, il a épousé une femme américaine et de cette union naquit Barack Obama. Il est devenu le président des États-Unis et vous savez que pendant la campagne, il y avait eu une forte réaction et beaucoup de Noirs ne croyaient pas que Barack Obama pouvait devenir le président des Blancs. Il est devenu, et les Blancs l'ont reconduit 2 fois, ce qui est très rare et qui arrive rarement, comme on a vu avec celui qui l'avait critiqué véhément, Donald Trump. Il a été renvoyé par le peuple américain après un seul mandat. Dieu seul sait si un de mes enfants deviendra le prochain président noir d'origine congolaise. Pas plus tard qu'il y a 2-3 semaines, une autre Kassaïenne est devenue vice-présidente de la Colombie. Et je ne citerai pas compagnie, et tant d'autres Congolais que nous connaissons, qui occupent des fonctions dans des pays qui nous ont traités, nous les Noirs, comme étant des non-êtres, et que quand chaque fois que nous apprenons qu'une de ces personnes est arrivée à ce haut poste de responsabilité, nous acclamons et nous en sommes tous très fiers. À l'université de Vanion, des décennies. C'est pour cela que je me permets de dire que vous découvrirez à travers son exposé que c'est effectivement cet homme à cette triple casquette qui vous aura parlé. Il est à l'heure actuelle président du comité exécutif de l'ALMA, donc l'association dont on parle ici tout le temps. C'est lui qui aujourd'hui dirige cette association et ces lourdes charges de ministre ne l'ont pas empêché de continuer à suivre et à diriger cette association. C'est donc surtout à ce titre d'ailleurs d'intellectuel qu'il va intervenir parce qu'il estime qu'il faut dire quelque chose sur la faillite de l'intelligentsia congolaise. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Mais c'était des anges. C'était des anges avant ou... Est-ce que le texte est ici ou pas? Tu l'as bien envoyé. Oui. J'avais demandé que j'avais... Ah, il y a un mouvement. Mesdames, Messieurs, Messieurs les organisateurs, je me présente très brièvement. Je suis... Je me nomme Gilbert Kabanda Kourenga, docteur en médecine, chef de travaux à la faculté de médecine de l'UNIKIN, où je suis titulaire du cours de médecine aéronautique et spatiale. Je suis militaire depuis 51 ans. Et j'ai été commandant du corps de santé militaire jusqu'à
il y a 4 ans et j'ai connu ma retraite. J'ai eu ma retraite de l'armée au grade de général-major. J'ai accepté l'invitation à ce colloque de mon ami et frère Modeste en ma qualité d'universitaire. Je suis donc ici comme membre de cette intelligentsia congolaise et non pas comme ministre de la Défense nationale, encore moins comme représentant du gouvernement. J'ai pensé que je pouvais offrir ma contribution à ce débat sur la faillite de l'intelligentsia congolaise en présentant ce que personnellement je considère être comme le diagnostic et, pourquoi pas, une proposition de thérapeutique. Ici, je me retrouve dans ma blouse de médecin, parce que le pays est bloqué. Le diagnostic. Le diagnostic que moi je présente a été fait depuis 1985, à peu près. Ça fait à peu près 45 ans. Non, 38 ans. Le diagnostic a été fait par pas n'importe qui. Un certain maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu wa Zabanga, notre ancien président de la République, qui a fait 32 ans de règne. Beaucoup d'entre nous le connaissent, sauf ceux qui sont après la troisième rangée derrière. Vers 1985, constatant l'échec de son objectif 80, parce qu'il avait un plan qu'il avait appelé Objectif 80, il a émis un diagnostic sévère en disant « le mal zaïrois ». Le mal zaïrois, qui était à la base de l'échec de son plan, c'est le cadre zaïrois. Et il a répété ça jusqu'à sa retraite. Rappelez-vous qu'une fois, vers 90, 91, nous étions à la conférence nationale souveraine, je crois. Il a dit, lorsque je demande $1 million au Premier ministre, le Premier ministre en demande 2 au ministre des Finances. Le ministre des Finances en demande 3 au gouverneur de la Banque centrale. Et le gouverneur de la Banque centrale en sort 4. Ce qu'il ne nous a pas dit, c'est quelles sanctions il avait prises contre ces gens-là qui avaient sorti 4 au lieu de 1. Mais son diagnostic est resté. Il s'en va et il est remplacé par son successeur, Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, après son divorce avec
l'AFDL y déclare solennellement que l'AFDL était un conglomérat d'aventuriers. Quelle surprise pour nous, peuple congolais, qui avions entendu que nous étions libérés. Mais en fait, c'était des aventuriers qui étaient venus nous libérer. Il est passé comme une étoile, il est parti. Son fils lui succède. En 2001, et à peu près 13 ans après son règne, une de ces rares fois qu'il parlait, parce qu'il était très avare d'interviews, il déclare, je cherche sans trouver 15 hommes pour gouverner le pays avec moi. Il avait tous les cadres du PPRD avec lui, pour ne parler que de son parti. Il n'a pas trouvé parmi eux 15 hommes pour pouvoir gouverner le Congo, pour pouvoir réaliser la révolution de la modernité. Et à la fin de son règne, je crois que c'était encore une de ses rares interviews, vers, je crois, le 18 novembre 2018, juste un peu avant les élections, il craque. Il apprend au monde qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Un aveu d'impuissance. Après ces trois déclarations, lorsque vous totalisez ces trois hommes, ils ont fait 32 ans de règne, le deuxième 4 ans et le troisième 18 ans. Ça fait 52 ans. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous conteste leur diagnostic. Je n'ai jamais entendu que les accusés, entre guillemets, même s'ils n'étaient pas cités nommément, je ne les ai jamais entendus dire « c'est faux ce que Mobutu a dit, c'est faux ce que Kabila a dit, c'est faux ce que Kabila fils a dit ». Comme on dit, qui ne dit mot consent. Nous pouvons donc conclure que ces cadres qui ont accompagné ces trois chefs d'État pendant un demi-siècle, eh bien, constituaient, pour ne pas dire un paradis terrestre que Dieu a voulu sur terre. Après ce diagnostic sévère, pas de moi, mais de ceux qui nous ont gouvernés, qu'est-ce que nous pouvons considérer comme excusez-moi, il y a un désordre dans la pagination ici, je crois que je vais dérouler comme cause de cette pathologie. Il y a une cause qui nous poursuit depuis que nous sommes
sujet belge, du temps du Congo belge, du Rwanda-Burundi, ensuite devenu congolais, zaïrois, ainsi de suite. C'est la très faible formation entrepreneuriale, scolaire et académique nationale. Vous constaterez que, globalement, le cadre congolais, qu'il soit finaliste des humanités, qu'il soit finaliste d'université, qu'il soit professeur, docteur, le cadre congolais se sent très à l'aise seulement. J'ai vu de nombreux ingénieurs de l'Ovanium. L'Ovanium a formé beaucoup d'ingénieurs, des médecins, des ingénieurs agronomes, des pharmaciens et autres. Lorsque je regarde dans les entreprises de ces différents domaines, ces différentes disciplines au pays aujourd'hui, je ne trouve pas parmi les propriétaires de ces entreprises un ancien de l'Ovanium. Je ne trouve pas un ancien de l'UOC. On ne trouve que des étrangers, dont ces anciens de l'Ovanium sont des fonctionnaires qu'ils engagent et qu'ils chassent quand ils veulent. Donc, notre éducation a été faite de manière à ce que nous ne puissions pas prendre en main la gestion de notre espace physique, de notre économie, de nos ressources. Et nous ne sommes compris là-dedans jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas des créateurs d'emplois, ce qui est normalement une vocation d'un universitaire. Nous sommes des demandeurs d'emploi. Ça, c'est là le péché originel dont nous souffrons dans notre pays. Le deuxième, c'est la faillite morale, celle dont Mobutu, Kabila père, Kabila fils a parlé. Au point que, si quelqu'un devient ministre, comme moi je suis ministre aujourd'hui, et qu'un an, 2 ans après, il sort sans avoir acheté une maison, sans avoir un parc automobile bien garni, sans avoir un certain nombre de comptes à Bruxelles ou en Afrique du Sud, eh bien, on dit Azali Zoba. Cela signifie qu'on devient ministre pour s'enrichir, et le plus vite possible. Ministre, docteur, ministre, professeur, ministre, ingénieur, ainsi de suite. Nous n'avons pas fait la différence sur le plan moral. Je parle de ministre, je peux parler de PDG, je peux parler de recteur d'université, ainsi de suite. Nous sommes aux fonctions d'État pour nous enrichir. Alors, où sont les agrégations? Où sont les doctorats? On ne les trouve plus. Faillite morale. Et devant ces deux causes, l'une de formation ou de formatation, comme diraient certains, l'autre de moralité.
c'est simple qu'on puisse comprendre que le Congo est dans l'état actuel. Il ne faut pas chercher loin la cause de l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui sur tous les plans. Mais à tout mal, après le diagnostic, il faut une thérapeutique. La thérapeutique que personnellement j'envisage est fondée sur une certaine philosophie. Nous avons lu un certain auteur français qui disait, je crois qu'il est du XVIIe siècle, je pense, Alfred de Musset, que l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Cette douleur dans laquelle nous sommes engloutis depuis plus de 50 ans, nous devons en sortir. Mais elle doit nous aider surtout à nous connaître, comme dit Alfred de Musset. Savoir que nous sommes moralement inaptes, savoir que nous sommes sur le plan de la gestion du pays, de ce paradis terrestre, que nous sommes incompétents. Si nous réalisons ça, c'est un pas indispensable pour que nous puissions faire le deuxième pas. Surtout que cette épreuve dans laquelle nous sommes, d'autres pays, sous d'autres cieux, sont passés. Dans l'échec, dans la douleur, beaucoup de nations ont eu un saut de résilience. Je me rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les avions des alliés américains, français, britanniques qui attaquaient l'Allemagne, ils volaient pas à plus de 3000 mètres d'altitude pour bombarder les troupes de Hitler. Mais Hitler les descendait facilement. Et en 1939, les Américains ont réfléchi, mais est-ce que nous ne pouvons pas voler plus haut pour qu'ils ne nous descendent pas, mais que nous puissions lui larguer des bombes? Et c'est d'ailleurs un médecin de l'armée américaine qui a conçu un dispositif qu'on appelle la pressurisation des avions. C'est-à-dire un avion qui vole à haute altitude, là où il y a très peu d'air, mais qui parvient avec des mécanismes d'ingénierie, à avoir suffisamment d'air puisé de l'extérieur à l'intérieur, qu'on appelle pressurisation. Et en 1941, le premier avion pressurisé volant à haute altitude, avion à réaction bien sûr, a pu voir le jour. C'était parce qu'il fallait trouver une solution pour éviter que les avions soient abattus. Et ils ont commencé à voler à des altitudes au-delà de 10 000 mètres où les canons allemands ne pouvaient plus les atteindre. Le deuxième exemple que je donne de cette résilience, c'est la bombe atomique, la première bombe atomique
qui théoriquement a été conçu par Einstein, sur le plan théorique, la réaction nucléaire, mais qui a été fabriqué sur base d'une réaction nucléaire conçue au laboratoire de Chicago par un des ingénieurs qui travaillait avec Einstein, qui s'appelait Enrico Fermi, qui l'a conçu au laboratoire de physique nucléaire de Chicago et a pu, sur base de ce modèle et grâce à l'uranium du Congo, fabriquer la toute première bombe atomique. Parce qu'il fallait bien punir les Japonais qui venaient d'humilier les Américains au Pearl Harbor. C'est donc dans la souffrance que beaucoup de nations trouvent leur solution aux problèmes qui les étreignent. Nous pouvons donc, nous aussi, dans la souffrance que nous vivons aujourd'hui, arriver à trouver des solutions à nos problèmes. Les atouts, ils existent. Nous avons une masse de plus en plus importante de cadres scientifiques et techniques congolais qui sont versés dans l'invention et dans l'entreprise. Beaucoup se sont expatriés. Certains vivotent ici au pays. Je me rappelle, en 86, des jeunes gens de Njili nous ont présenté à la foire nationale de Kinshasa un hélicoptère fabriqué en Njili. Cet hélicoptère avait toute l'aérodynamique du Puma, hélicoptère français. Ils l'ont présenté, ce spécimen, à la fois. Malam Pinga Kasenda, qui était le numéro 2 du régime, a instruit le ministre de l'Industrie de les prendre en charge pour qu'il commence à nous fabriquer des hélicoptères. Le ministre de l'Industrie les a ignorés et 6 mois après, l'Allemagne les a pris. Probablement que nous consommons aujourd'hui des produits de ces 6 jeunes gens, probablement devenus allemands ou européens. Les exemples sont légion des inventions congolaises qui malheureusement ne sont pas soutenues par notre pouvoir, par notre gouvernement, par nous-mêmes. Et pourtant, toutes les nations qui nous dominent aujourd'hui, je vois le Japon, je vois la Chine, elles ont commencé comme ça. La science, la technologie commence par l'empirisme. Il n'y a qu'au Congo, on raisonne que tout produit doit être de haut de gamme. Et où quelqu'un qui présente un produit d'empirisme, on dit mais la Chine, dans les années 80, les produits chinois, nous appelions la chinoiserie. Aujourd'hui, qui appelle encore les produits chinois chinoiserie? En 60, nous étions à Lovanium, j'ai vu des petites voitures japonaises là. On les appelait taille basse. Que les Japonais, que certains assistants des facultés à Lovanium avaient comme voiture, nos professeurs belges se moquaient en disant « mais ce ne sont pas des voitures ça ?» Parce que
C'était les tout premiers modèles de véhicules japonais en 60, mais aujourd'hui qui parlent encore avec dédain de l'industrie japonaise, qui du reste domine les routes américaines. Donc, nous devons avoir le sens de nous engager dans la production, dans l'invention, l'innovation. Et tout commence par le début. Il n'y a pas un produit fini qui est fini et qui est consommable dans les phases empiriques. Nous avons donc ces jeunes gens qui sont de plus en plus nombreux, mais malheureusement dont la plupart sont expatriés, ou ceux qui vivent au pays, ils sont ignorés. Quelle stratégie devons-nous adopter? Comme première stratégie, je suggère une campagne tous azimuts de réarmement moral. Une moralisation intensive. Et personnellement, si j'étais président de la République ou Premier ministre, je créerais un ministère, un vice-premier ministre chargé du changement de mentalité. Parce que je pense personnellement que c'est la première condition sine qua non. Le Congo ne démarrera pas. Changement de mentalité, avec son double volet, le volet moral et le volet entrepreneurial. Mais il faut un haut niveau de décision pour que ce changement de mentalité soit effectif. Pas un slogan comme on en a connu dans des gouvernements antérieurs. Il faut que nos jeunes gens, nos enfants, nous-mêmes, nous puissions comprendre que sans changement de mentalité au niveau moral, sans changement de mentalité au niveau de l'appréhension, de l'appropriation de notre espace physique pour que nous-mêmes nous gérions notre espace physique, que le Congo restera, on continuera à dire 2 450 000 km², mais ça restera des grandeurs inutiles et même vaines. Pour moi, c'est la première chose, le premier élément de la stratégie. Le deuxième élément, c'est pas très compliqué. Instaurer des prix d'incitation, des prix d'excellence. Ça existe partout dans les grands pays, des prix d'excellence, qui incitent les meilleurs à s'améliorer davantage et qui attirent, qui font l'émulation parmi les autres. Un pays où il n'y a pas de prix ne peut pas se développer. Où le meilleur, qu'il est 100%, est au même pied d'égalité que celui qui a 0, ne peut pas se développer. Il faut qu'il y ait une banque de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Parce que sans argent, ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'on ne peut pas maîtriser la gestion d'un géant comme le Congo. Il faut donc que le gouvernement de la République crée une banque pour l'entrepreneuriat. Que le gouvernement de la République s'engage dans une politique
ambitieuse de transfert des technologies. Et non pas ce que nous vivons aujourd'hui, où n'importe quel aventurier de l'étranger peut venir nous imposer une technologie que nous ne connaissons pas, et nous l'avalons, nous l'acceptons. Il faut que nous-mêmes nous maîtrisions les technologies venant de l'étranger. Et nous avons suffisamment de cerveau pour cela. On a toutes les branches scientifiques pour pouvoir avoir des capacités de maîtriser les technologies étrangères et de les transférer chez nous. Il faut inciter nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui croient que le Congo est condamné à rentrer au pays. Je ne vous apprends rien que beaucoup de nos pays voisins, je ne le cite pas, sont prospères économiquement grâce aux cadres congolais qui s'expatrient. Il suffirait que nous ayons une politique d'incitation au retour à la mère patrie pour que ces cerveaux qui font le bonheur des autres à l'étranger et dont le produit nous est vendu à nous, propriétaires de ces cadres-là, très cher lorsque nous allons, ceux qui vont en soins médicaux en Afrique du Sud, en Belgique, eh bien, ils trouvent des médecins congolais qui sont là, mais dans des hôpitaux, ils payent des prix extrêmement élevés, alors que si ces mêmes médecins congolais étaient ici, eh bien, ils seraient abordables à peu de frais. Et renforcer la formation entrepreneuriale, scolaire et académique. Ça, je crois que c'est à la portée de ceux qui dirigent notre enseignement aujourd'hui. Et je suis convaincu qu'avec ce cocktail de stratégie que je viens de proposer, dans un délai pas très long, nous pourrions sortir de ce système qui nous étreint, qui nous maintient, qui nous tire vers le bas. Nous pourrions déboulonner, pour utiliser les termes de notre cher président de la République, nous pourrions déboulonner ce système d'immoralité et d'incompétence. Mais c'est moyennant, à mon avis, ces stratégies-là. Ça ne doit donc pas être un slogan, ça doit être des stratégies qui sont effectivement appliquées. Voilà ce que j'ai pensé comme contribution à ce débat sur l'intelligentsia congolaise, ses responsabilités, ses échecs et surtout ses espoirs. Je vous remercie. Question de justice et sur l'égard de la création, ça signifie simplement des questions relatives à la situation, en fait, aux questions politiques, c'est-à-dire ce qui fait le trait d'union entre les différentes sociétés, ainsi que les questions liées à l'environnement. Sincèrement, quand j'ai vu le thème, j'étais très intéressé de savoir la responsabilité de l'élite dans le développement de notre pays. Et très particulièrement, j'essaie de relire les libellés de notre sous-thème, la nation face aux exigences de la gratuité de l'enseignement à tous les niveaux.
Quand j'ai commencé à réfléchir sur ces thèmes, la première des choses était d'avoir un regard constitutionnel du pays. En fait, je voulais un peu trouver l'intérêt dans cette réflexion partant de l'approche constitutionnelle de notre pays, mais aussi de l'Église, parce que je le dis, on me présente, et je dis à titre donc l'Église, il a été important pour moi de trouver à la fois la base constitutionnelle et la base doctrinale de l'Église sur la question de l'enseignement. Pourquoi ces regards et pourquoi ces choix? Certainement parce que, je crois que certains l'ont dit, toute nation se développe en fonction de sa vision du monde, sa vision de l'autre et sa vision de l'au-delà. J'étais intéressé à savoir si la République démocratique du Congo en tant que pays avait une approche particulière sur l'éducation et partant la formation de l'élite. Parce qu'on peut beau dire, on peut avoir des structures, et je reviens au propos du ministre, c'est bien qu'il a pris les distances comme ministre, mais en fait on ne sait pas les séparer. Lorsqu'on s'interrogeait sur la question d'un ministère en charge des changements de mentalité, je pense qu'il existe une agence comme ça, changement de mentalité. Mais c'est des questions très importantes. Il ne suffit pas seulement d'avoir de ministères pour les avoir. Ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, primaire. La question, c'est quelle est la substance de notre vision dans un secteur déterminé. Les ministères, on ne les a pas parce qu'on a des partis politiques qui doivent se partager les postes et puis on en crée pour donner à qui l'on veut. Le ministère dans un pays détermine la vision du pays par rapport à un secteur déterminé. Et quand j'ai revisité notre Constitution, justement, je suis tombé sur pied de l'article 43, qui dispose, je vais le dire, l'enseignement primaire, c'est l'alinéa 4, l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Donc, notre Constitution, ou les constituants congolais, a déjà présenté la vision que la RDC a de l'enseignement, sinon de l'éducation. Si vous lisez les 4 premiers alinéas, vous trouvez qu'on insiste sur l'accès à l'éducation pour tous, et donc on estime que l'éducation n'est pas une question de choix, mais c'est une obligation à tous citoyens, nos enfants, autant que les jeunes, pour pouvoir rentrer dans les corps élistiques du pays. De deux, on trouve dans cette approche constitutionnelle la nécessité de lutter contre l'exclusion ou la discrimination. Parce qu'il y a des gens, certainement, au regard de la lutte des classes ou des positions sociales, que les uns aient les moyens d'avoir accès à l'éducation, les autres non. Mais les constituants congolais estiment que l'éducation ne devrait pas être réservée à une catégorie et pas à une autre. Mais troisième élément qui m'a intéressé dans cette approche de cette disposition constitutionnelle, c'est que les constituants congolais règlent également les conditions de l'enseignement. Donc ce n'est pas n'importe qui a le pouvoir de réguler ou d'organiser les secteurs de l'enseignement. La Constitution reconnaît que cela relève du pouvoir public qui en détermine la politique, certainement, et même la philosophie. Donc, de l'analyse de cette disposition constitutionnelle, nous nous rendons compte que de la gratuité de l'enseignement, ou alors mieux de l'éducation, a 3 postulats importants. Le premier postulat, j'ai dit, c'est l'obligation que l'État congolais se donne pour éduquer. Deuxième postulat, c'est l'accès que les constituants voudraient rendre facile à tout citoyen congolais, qu'il soit à Kinshasa, à l'intérieur, né d'un père riche ou non, mais que l'accès soit possible.
Troisièmement, c'est la qualité. On ne vient pas étudier parce qu'il faut étudier, parce qu'il faut obtenir des diplômes, mais les constituants trouvent par ce mécanisme un outil important qui peut produire des hommes et des femmes de qualité, une élite intellectuelle en mesure de relever les défis de la société. Et la dernière des choses, c'est aussi les cadres. Dans quel cadre ces enseignements doivent se donner? Donc ici, les cadres, nous voyons l'infrastructure, les cadres, nous voyons la prise en charge, les cadres, nous voyons les services militaires obligatoires depuis longtemps. La France, puisque nous suivons l'actualité, est en train de penser de revenir à une imposition du service militaire obligatoire. Et le service militaire obligatoire aura pour effet de résoudre les problèmes urgents que nous avons ici concernant notre jeunesse. Aujourd'hui, on vient de parler de l'éducation, et nous, les professeurs d'université, nous savons qu'il y a tant d'étudiants, ils le savent eux-mêmes, que si on corrigeait leurs copies, comme les nôtres étaient corrigées, eh bien, personne ne passerait. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent tout simplement pas écrire en français. Nous leur donnons les cours en français, mais ils ne maîtrisent pas le français. Et ceux qui le parlent correctement, ils le parlent correctement parce que c'est leur langue maternelle. C'est-à-dire que leurs parents, et en particulier leur maman, leur parlent en français. Mais ceux qui sont maternés dans une langue, et je leur pose toujours la question, vous parlez quelle langue? Dès que je sors de l'auditoire, vous parlez quelle langue? Ils disent qu'ils parlent le lingala spontanément. Et je leur dis qu'ils ne parlent pas le lingala. Parce que ce qu'ils parlent, la langue qu'ils ont créée, c'est une sorte de créole qui comprend 2 mots, 3 mots de lingala, 4 mots de français, et avec ça, ils ne maîtrisent plus aucune langue. Et c'est un drame, parce que hier, nous avons entendu parler, le professeur Kambayi nous a beaucoup parlé de la fierté d'être congolais. Mais quand je vais dans mon village, je pose la question aux étudiants, venez de quel village? Et quand je vais dans mon village, on n'y parle pas le lingala. Peut-être dans les chefs-lieux des provinces, on parle le lingala, mais dans les villages, on ne parle pas forcément le lingala. Donc nous ne parlons pas le français par plaisir, parce que lorsque vous demandez, regardez le Danemark, tous les pays slaves ou tous les autres pays, y compris la France aujourd'hui, ils doivent maîtriser une autre langue. Le besoin d'humanité d'avoir une langue franche, lingua franca, ne date pas d'aujourd'hui. Avant c'était le latin. Le latin fut remplacé par l'anglais, par le français, pardon, et aujourd'hui le français est remplacé par l'anglais. Et lorsque nous ne faisons aucun effort pour rattraper cela, nous pouvons continuer à nous plaindre du petit Rwanda, parce que là, ils sont devenus bilingues ou carrément anglophones. Donc le service militaire obligatoire est l'égalisateur des chances par excellence. En rendant le service militaire obligatoire dans notre pays, on va résoudre le problème de chômage des jeunes et de leur éducation. Et moi, je préconise que le service militaire obligatoire soit, à l'instar de la Corée du Sud, par exemple, de 3 ans. Et que pendant ces 3 ans, ils passeraient la première année à être entraînés physiquement et moralement, le réarmement moral
dont le ministre vient de nous parler. La deuxième année, il serait formé au métier des armes pour être à même d'assurer la défense de notre pays. Et la troisième année, serait une année de propédeutique pour orienter ceux qui ont les aptitudes d'entreprendre les études supérieures à le faire et à être canalisés, et les autres qui veulent les services, les métiers, etc. Et donc, à l'issue des 3 ans, on aurait une jeunesse moralement réarmée, civiquement préparée, et ce serait une armée qui ne nous traiterait plus, ou qui ne vous traiterait plus, vous les civils, parce que nous avons le privilège d'être des miliciens. Et nous avons notre président là-bas, et Monsieur Son Excellence, Monsieur le ministre, était avec nous dans la milice. Donc voilà, en résumé, les avantages qui sont énormes. Je n'ai pas le temps pour aller dans les détails, mais nous avons notre ministre, on avait entendu qu'il y avait une proposition de loi pour rendre le service militaire obligatoire pour 1 an. Ce serait une perte de temps. Nous avons vraiment besoin de réfléchir sérieusement à cette question et de voir comment ce service rendu obligatoire, et je termine par là, ne permettra plus à aucun de nos voisins de penser que le Congo est un pays dans lequel on peut aller faire une promenade de santé à tout moment et à volonté. Je vous remercie. Et lequel? C'est celui-là. Il faut que celui qui va faire l'entreprise d'abord soit formé. Si vous n'êtes pas formé pour être entrepreneur, même si vous avez beaucoup de science dans votre tête, vous ne serez pas entrepreneur. J'ai posé toute la problématique de l'éducation pour l'entreprise, pour l'autoprise en charge depuis le début. Et ça, c'est une sorte comment dire, de péché originel que nous avons dans notre système de formation, d'éducation depuis longtemps. Ça date des années avant que vous tous ne soyez nés, avant même que moi-même je sois né. Donc nous devons absolument repenser ça et revoir. Nos amis les anglo-saxons, ceux qui ont voyagé dans les pays anglo-saxons, ils le savent. Même les amis de l'Afrique australe qui sont avec nous, les Zambiens et autres, leur éducation est tout à fait différente de la nôtre. Hein? Bon, vous étant membre du gouvernement, quel est votre apport dans le gouvernement pour tous ces petits génies qui n'arrêtent pas d'inventer malgré la marginalisation qu'ils éprouvent dans leurs efforts, quand bien même ce n'est pas votre secteur? Quels sont les mécanismes? Je vous informe que j'ai demandé et obtenu du gouvernement que je puisse créer l'industrie militaire. Parce que je voudrais justement que certaines inventions à caractère militaire puissent commencer aussi à voir leur jour dans notre pays. Et je pense que dans 1 an, vous verrez le premier résultat, si Dieu le veut, et si le président de la République et le Premier ministre le veut, c'est-à-dire que je continue mon programme, ben vous verrez les résultats de l'industrie militaire. N'oubliez pas que beaucoup d'inventions dans le monde ont été conçues dans les armées. Et je pars de ce postulat-là que l'armée a été la première entreprise de l'homme après la création par Dieu. C'est l'armée. Et donc, je crois avoir répondu à la question de cet auditeur. Bon.
Quand le président Kabila dit qu'il n'a pas 15 hommes, alors qu'il a un gouvernement de 45 membres, est-ce que le gouvernement n'est pas parmi ceux qui sont interpellés? Alors il ne faut plus me retourner la question en me demandant que fait le gouvernement. Non, le gouvernement est déjà accusé. Vous comprenez pas? Alors, je pense, est-ce qu'il y a encore autre chose? Le numéro 1 est décerné à son excellence. Il y aura bien un élément de votre service qui pourra rester pour recevoir un élément de votre service pour recevoir solennellement devant les participants cette reconnaissance que nous vous devons, non seulement à cause de votre implication personnelle dans ce colloque, que vous nous avez orienté, vous nous avez permis de nous recadrer vers les points essentiels qui devaient assurer le succès de ce colloque. Et je peux déjà vous dire, à la suite des travaux que nous avons eus hier et aujourd'hui, qu'il y a beaucoup d'appréciation et nous espérons que vous ne serez pas déçus parce que prendre de votre temps pour venir partager votre réflexion et vos soucis en tant que premier intellectuel de l'armée, ça nous va tout droit au cœur. Merci beaucoup encore. Applaudissez. Je suis chargé, moi, de formaliser cela. On verra bien comment ça va se faire. Mais sachez bien que la plus haute autorité du pays pense qu'effectivement, nous devrions créer un service militaire obligatoire. Voilà. L'impression, c'est que, personnellement, je suis tout à fait heureux de ce colloque, étant donné que nous portons à la nation un message qui devrait être porté non seulement dans un colloque, mais qui devrait continuer. C'est un débat que nous devons continuer. L'intelligentsia congolaise, son rôle dans la société, ce rôle dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui au pays, eh bien l'intelligentsia, c'est celle qui doit réfléchir, c'est celle qui doit trouver les solutions. Et donc, personnellement, je suis heureux que ce colloque ait eu lieu et j'espère que la suite de ce colloque sera que le débat doit continuer sur le rôle de chacun de nous, de tous ceux qui ont des titres universitaires, de tous ceux qui ont des compétences techniques dans ce pays, qu'ils se sentent interpellés, chacun dans ce rôle. Excellence, vous avez donné les pistes de solutions. Est-ce que ça peut être à court terme ou bien à long terme? Dans les deux formats, hein. Il y a le format à court terme, il y a le format à moyen terme, il y a le format à long terme. Merci, Excellence. Merci. Une question qui se pose, vous connaissez le thème du colloque, c'est sur l'avenir et le devenir du Congo. Et lorsque RAREC, il y a déjà plusieurs mois qui sont en préparation pour ce colloque, a proposé de m'inviter, et je ne pouvais pas décliner l'invitation, surtout qu'il s'agit de questions vraiment cruciales sur l'avenir du Congo. Et on a parlé de un RDC, ou une République démocratique du Congo, un Eldorado en 2050. Est-il possible pour vous partager l'avis? Je partage absolument l'avis. Vous savez, nous sommes un pays, comme on dit, c'est un scandale géologique. Mais non seulement ça, regardez la taille du pays, regardez la population dynamique, regardez les richesses. Rien nous manque dans ce pays. On a le soleil, on a les minerais, on a l'eau, on est l'État solution, comme vous le savez. Donc, en se mettant au travail, hein, selon un mot célèbre et ancien, en retroussant les manches, en corrigeant le tir, parce que le leadership actuel est bien intentionné, veut aller de l'avant, mais il y a par-ci, par-là des politiques à rectifier, des attitudes à avoir. Il faut absolument combattre la mauvaise gouvernance
combattre la corruption. Je suis absolument certaine, peut-être que de mon vivant, je ne le verrai pas, ce Congo dont l'avenir est beau, comme disait Lumumba, mais j'ai confiance que nous serons en 2050 un pays au top. Pour clore, vous, en tant que femme politique, oui. La participation massive de femmes n'est pas vraiment effective. Et pourquoi pas aussi interpeller la femme de pouvoir prendre part ou mettre une pierre à l'édifice pour que nous puissions attendre cet Eldorado. Oui, je pense que vous étiez avec nous samedi. Samedi dernier, au CEPAS, nous avons fait une formation pour les femmes qui sont candidates aux prochaines élections en 2023. Pourquoi? Parce que nous croyons à la femme. Nous pensons que la femme, il faut seulement... elle a toutes les capacités. Il y a les femmes capables dans ce pays, dans tous les secteurs d'activité, mais ce qu'il faut l'outiller dans le domaine politique notamment, pour qu'elle sache se défendre, qu'elle sache mener campagne, qu'elle sache remporter des victoires et arriver à des postes de décision. Et le ministre de la Défense, je crois que c'est lui qui nous a rappelé depuis combien de temps? Depuis 52 ans, n'est-ce pas? Ce pays est dirigé par qui? Par vous autres, hein? Et nous en sommes où? Nous avons encore un long chemin à faire, et bien sûr, peut-être que, et sûrement, avec des femmes au devant de la scène, aux commandes dans ce pays, avec vous, en partenariat, nous allons réussir à faire du Congo un Eldorado. Un tout dernier mot, madame. Un tout dernier mot, j'ai remercié les organisateurs du colloque parce que c'est ça qu'il nous faut. Et cette question qui est d'actualité, qui est brûlante, certains disent que ça va nous diviser, d'autres disent nous distraire. Cette fameuse question, soi-disant, de notre nationalité, de notre congolité, eh bien, il faut prendre ça à bras le corps. Il faut initier une grande réflexion, mais comme je l'ai dit, en toute sérénité. Et dans tous les pays du monde, la question de la nationalité est bien encadrée avec des lois, des règlements, etc. Eh bien, nous aussi, il faut le faire pour qu'il n'y ait pas des étrangers qui usurpent notre nationalité, qui occupent des postes qui nous reviennent. Non, j'ai confiance, on y arrivera. Merci. Congolaise. À la question que j'ai posée en entame de mon intervention, je ne me vois pas et je ne sais pas de quelle manière je pourrais enseigner à mes enfants dès leur bas âge qu'ils ne sont pas dignes de diriger ce pays. L'éducation que j'ai reçue m'a enseigné à aller au bout de mes capacités, au bout de mes possibilités et à tirer le meilleur de moi-même dans la limite du respect des tiers. Comment pourrais-je donner un enseignement différent à mes enfants? La congolité, telle que présentée, n'est pas une idéologie, mais un sous-produit de lutte pour le pouvoir politique. Quelles seraient les limites de ce sous-produit appelé congolité, limitant l'accès aux responsabilités supérieures et régaliennes, car rappelons-nous, on ne parlait pas que de la présidence du Sénat dans la loi qui a été proposée, mais également de certaines fonctions de ministre, de certaines fonctions directeur de banque centrale, etc. Alors, donc quelles seraient les limites de ce sous-produit limitant l'accès aux responsabilités supérieures et régaliennes sur base d'un délit de trahison préétabli? Alors, on va se limiter à quoi? À soi-même, aux parents qui doivent être également congolais, aux grands-parents, aux conjoints, aux enfants du concerné. Quelles sont les limites? L'éducation que j'ai reçue depuis ma naissance, c'est que nous avons tous des droits et nous avons des devoirs.
mais ces devoirs nous donnent accès aux mêmes droits. Alors, j'ai eu face à moi parfois certaines argumentations et justifications. La loi fait toujours déléser, car elle est faite par la majorité. Ma réponse est qu'une loi établie sur ce postulat sera une mauvaise loi. Une bonne loi se doit de prévoir tous les cas. Le professeur Sakatagari est intervenu ici avant moi hier. Il a souligné qu'une loi doit avoir un caractère général, impersonnel et juste. S'il n'y a pas ces trois critères, la loi est inique et illégitime. Donc, encore une fois, je ne vois pas comment je pourrais enseigner à mes enfants dès leur bas âge qu'ils ne sont pas dignes de diriger ce pays. Quelques faits historiques s'opposent également à cette idée limitatrice de la congolité. Aux États-Unis, ils ont eu comme secrétaire d'État, un de leurs plus grands secrétaires d'État, Kissinger. Il était donc secrétaire d'État de Richard Nixon. Il était allemand de naissance. C'est lui qui a œuvré le premier le rapprochement avec la Chine, dont on a parlé ici également précédemment. Madeleine Albright, secrétaire d'État de Bill Clinton. Le père était ambassadeur de Tchécoslovaquie. Colin Powell, chef d'état-major interarmes de l'armée américaine, puis secrétaire d'État. Donc, il était, lui, de père jamaïcain. Et je ne vais pas vous parler d'Obama. Je prends le cas de la Belgique. Savez-vous que depuis l'indépendance de la Belgique en 1830, le prochain souverain, qui est la princesse Élisabeth de Belgique, sera le premier souverain dans l'histoire de la Belgique qui sera de père et de mère belges. Tous les souverains antérieurs étaient systématiquement avec un parent étranger. Ils ont également le Premier ministre Elio Di Rupo, qui était de parents italiens de naissance. La France a eu Sarkozy. Sarkozy était de père hongrois, de mère française, mais elle-même de père grec. Le Ghana a eu Jerry Rawlings. Donc on voit l'iniquité et moi je dirais même l'imbécilité de cette proposition de loi. Et n'oublions pas également que dans le cadre des élections, nous avons un acteur qui est le souverain primaire, l'électeur. Le postulat de la congolité, c'est de déterminer dès le départ que le souverain primaire est incapable de faire son choix avec discernement. Je pense, moi, que le souverain primaire doit être éduqué pour justement pouvoir faire ce choix avec discernement. Un autre élément dont on ne tient pas compte et qui devrait nous permettre d'ouvrir notre esprit par rapport à certaines limites qu'on veut donner au pouvoir, c'est que le vrai pouvoir se déplace de plus en plus vers la sphère économique, aux dépens de la sphère politique. Je suppose que certains d'entre vous ont entendu parler du forum de Davos, qui réunit les grands entrepreneurs du globe ainsi que les chefs d'État, les chefs de gouvernement des économies les plus fortes du globe. Alors, si on veut effectivement que le Congo devienne un jour une économie prospère et performante, devrons-nous également, à un moment donné, exclure certains Congolais du management des grandes entreprises, même privées, puisqu'ils exercent d'une certaine manière le vrai pouvoir. L'éducation actuelle ne rend plus le Congolais sur l'avenir et le devenir de la RDC. Première résolution. Placer l'éthique et la morale au sommet des qualités requises de chaque candidat qui sollicite tout mandat politique à quelque niveau que ce soit.
politique sans éthique n'est que ruine de la société. Que je les lis tous et puis on va revenir. Deuxième résolution. Revaloriser l'éducation à tous les niveaux par une allocation effective de ressources humaines, financières et matérielles appropriées pour que l'enseignement soit effectivement obligatoire au niveau primaire et secondaire et pour qu'il soit gratuit à tous les niveaux afin de former adéquatement chaque jeune Congolaise et Congolais pour en faire des pionniers qui sont requis pour transformer notre pays en Eldorado africain. Troisième résolution. Opérationnaliser le service militaire obligatoire afin de promouvoir l'égalité de tous les citoyens face aux exigences de la protection de la souveraineté de notre pays et afin d'assurer efficacement la défense de l'intégrité de notre territoire national. Quatrième résolution. Transparence intégrale de tout le processus électoral. A. Obligation faite à chaque candidat à un quelconque mandat politique de publier l'état de son patrimoine et celui de son conjoint concomitamment avec le dépôt de sa candidature auprès de la CENI. B. Faciliter la surveillance des opérations électorales à partir de l'ouverture des bureaux de vote jusqu'au dépouillement des urnes, l'affichage des résultats dans chaque bureau de vote et l'affichage des résultats dans chaque bureau de vote. C. Obligation doit être faite à tout candidat pour un quelconque mandat public d'avoir sa résidence effective dans le ressort territorial de la circonscription électorale dont il se porte candidat. Cinquième résolution. Élimination de la corruption. Durant l'exercice de leur mandat politique, la rémunération des élus et celle de tous les mandataires publics comprendra deux parties, une en nature et une autre en numéraire. La partie en nature comprendra les éléments ci-après: logement, domesticité, allocation alimentaire, allocation vestimentaire, transport, soins médicaux et vacances. La partie en numéraire sera effectivement décaissée à l'issue du mandat électif. Sixième résolution. Consolider la notion de rêve congolais comme outil et instrument de mobilisation de notre peuple afin que nous œuvrions ensemble pour transformer notre pays en Eldorado africain. Septième résolution. Disséminer les actes du présent colloque à travers l'ensemble de notre pays, notamment par la conduite des ateliers de restitution des 10 actes, partout où besoin sera, notamment dans les établissements
d'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que dans les milieux associatifs au pays et à l'étranger. 8e recommandation, recommandons à l'État, à travers ses structures appropriées, notamment les ministères chargés de l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement supérieur et universitaire, la recherche scientifique, la culture et la jeunesse, le genre et famille, ainsi qu'au Parlement, d'appuyer et de soutenir l'action patriotique de Rarek Asbel par l'octroi de subventions adéquates pour l'aider à poursuivre la mission salvatrice entreprise depuis 7 ans en vue de mobiliser notre peuple pour que nous œuvrions à l'unisson pour transformer notre pays en Eldorado africain. Les participants à ce colloque remercient vivement Rarek Asbel, chacun des orateurs et des intervenants qui ont contribué généreusement leur temps et leur expertise, ainsi que tous les bienfaiteurs dont le concours a rendu possible la tenue de ce premier colloque sur l'avenir et le devenir de notre pays. Fait à Kinshasa le 21 avril 2022 à l'issue du premier colloque de Rarek Asbel. Pas appeler tous les numéros. Je constate qu'on me l'a fait signer en l'attribuant à moi-même. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Numéro 4. Je vois qu'il est attribué à Madame Mouleka Moubikaï Thérèse, fondatrice de Rarek. Comme elle a dit elle-même, rien ne lui échappe car tout est fait sous son contrôle étroit et sa ville, la Magali. Elle réside à Dakar, au Sénégal. Elle a voyagé hier, elle est cofondatrice de Rarek Asbel et elle a participé. Excusez-moi, je suis un peu. Merci. Alors, le brevet suivant est attribué à Gaba Modeste, mon vieux frère. Le suivant est adressé à Monsieur Sonji Jean-Baptiste. Et félicitations à... Merci. Alors, le suivant est attribué à Monsieur Elfoto et Allé Louis. Félicitations, professeur. Vous avez été... le professeur est physicien. Vous voyez que sa physique nous a aidé à découvrir les vertus de l'intelligence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président. Alors, nous avons à la authentique avec la culture et la bonne. Mais ça dérange. Merci, Sonji, que beaucoup de téléspectateurs connaissent. Donc, je suis ancien ministre de la Santé, je suis responsable politique
Et ici, je fais partie du comité d'organisation de ce premier colloque sur la faillite un peu de l'intelligentsia, quoi. Oui, monsieur Dorté, des jours des activités, qu'est-ce que l'opinion vraiment peut faire? Bah, on a réfléchi, on a beaucoup réfléchi. D'abord, c'est un colloque qui est multisectoriel. C'est-à-dire qu'on a vu pratiquement toutes les catégories de ce que nous avons comme cadre. Il y a eu des médecins, il y a eu des ingénieurs, il y a des juristes, il y a des sociologues. Mais on a essayé, tout en étant de bords différents, on a essayé quand même en définitive de cerner pratiquement le même problème, chacun en prenant un bout. Mais quand vous faites l'ensemble des interventions, je pense qu'on arrive à cerner toute la problématique en fait de l'intelligentsia congolaise, qui globalement n'a pas assumé le rôle qu'on attendait d'elle. Pour chuter, ne fût-ce qu'un petit mot. Bah, je n'ai pas de mots. Ce n'est que ces réflexions doivent poursuivre, mais il ne suffit pas de réfléchir. Le plus important, vous savez, ce n'est pas de réfléchir simplement. Parce que quand vous regardez les réflexions, le diagnostic de ce qui ne va pas dans notre pays, tout est connu. Mais maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui essaient de mettre en pratique toutes les réflexions qui ont été menées ici. Et là, ce n'est pas tout à fait de notre ressort, nous, en tant qu'une ASBEL. Et c'est pour ça, l'étape ultérieure, moi, je pense que l'invitation fondamentale, qu'aujourd'hui, la classe politique est occupée par beaucoup de gens qui n'ont peut-être la science, mais qui manquent l'éthique. Or, comme l'a dit Monseigneur Santelli, il dit la politique sans éthique, c'est la ruine de la société. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, il faudrait que des gens qui ont non seulement la science, mais qui ont aussi de l'éthique, s'intéressent de plus en plus des responsabilités politiques parce que ce sont leurs décisions qui engagent le devenir de toute la nation. Merci, monsieur le docteur. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne oza impartial. Le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.